Oui, bonsoir. Donc vous allez voir un film qui a une durée de 52 minutes. Je ne vais pas vous en dire beaucoup. Il traite de la remunicipalisation de l'eau. Et nous avons pris ce film car il correspond dans le thème, mais pas dans son application actuelle de la loi NOTRe. Cette loi qui prévoit le regroupement des services de l'eau et de l'assainissement par l'intercommunalité qui doit être mise en place progressivement et même à l'heure actuelle devrait se faire dans pratiquement toutes les communes de France. Donc nous aurons la chance d'avoir deux maires de la région, du territoire CAD, c'est-à-dire la Dracénie qui a changé de nom. C'est monsieur le maire de Villecroze et monsieur le maire d'Entrecasteaux. Entrecasteaux n'est pas dans la CAD, mais il était un modèle de ce qui... Pardon ? Villecroze, c'est hors CAD. Ah, je suis navré, excusez-moi. Oui, la carte de la CAD a eu des évolutions et donc j'ai zappé le bon modèle. Voilà. Donc je vous demanderai qu'une chose, c'est que la première séquence du film qui va apparaître va être très surprenante. Moi, j'ai pas beaucoup aimé et vous comprendrez pourquoi. Vous passez outre parce qu'elle a une façon de représenter qu'est-ce que c'est que la consommation de l'eau assez étonnante. C'est pour ça que je préfère vous prévenir, parce que vous allez vous demander qu'est-ce qui vous attend derrière. Mais ça n'a rien à voir. Voilà, j'en dis pas plus, puisque le film vous apportera les réponses. Bonne soirée. En Provence verte, mais qui peut très bien se faire un peu partout aussi à la CAD, c'est de pouvoir faire des réunions publiques dans les villages de la Provence verte pour expliquer ce que c'est que la loi NOTRe et de chercher à mobiliser le plus grand nombre pour l'intérêt commun. Voilà. Donc j'ai fait ce petit montage qui, pour nous, est quelque chose au niveau du comité du collectif d'Entrecasteaux, la volonté effectivement d'élargir le mouvement pour que chacun prenne pleinement cette difficulté qu'on va avoir d'ici 2020. Quoi. Voilà. C'est un peu... Alors, avant la projection du documentaire, qui dure 9 minutes, tu peux donner quelques explications sur l'association que vous avez créée, le collectif CADO. Non. Non. CAD-O, c'est justement le comité d'agglomération de la CAD, donc qui est draguignan. Nous, la Provence verte, c'est un collectif qu'on a monté sur Entrecasteaux. On a choisi plutôt le collectif plutôt qu'une association, puisqu'une association, c'est pour nous un peu plus dur à gérer. Il faut un président, alors qu'un collectif, c'est très éphémère, ça peut s'arrêter du jour au lendemain sans complication. Et ça reste toujours aussi revendicatif. Ça dépend des gens ensuite qui encadrent et qui mobilisent les gens. Quoi, voilà. D'accord. Gérard. Oui. Pour que ça soit clair pour tout le monde, Entrecasteaux fait partie de la Provence verte et vous allez le voir, vous allez voir le travail de Pierre et il est assez intéressant et il mériterait d'être reproduit un peu pour toutes les communautés d'agglomération et de communes. En ce qui concerne la communauté d'agglomération dracénoise dont dépend l'Orgue, Salerne, etc., il y a 23 communes. Donc ça serait bien de faire le même produit qu'a fait Pierre pour la CAD. En ce qui concerne la CAD, nous venons de créer, depuis ce printemps dernier, une association collégiale, loi 1901, moi je savais pas que ça existait, mais ça existe bien, une association collégiale. Ça veut dire que chaque collège se veut représenter une commune. Alors pour l'instant, l'association est représentée par 10 communes et l'intérêt, ça serait qu'elle représente les 23 communes. Donc il y a encore 13 communes à inciter à venir grossir cette association qui s'appelle CAD-O. Alors CAD de CAD et O, on a joué sur le mot bien entendu O, E-A-U, mais O ça signifie aussi E de élu, A de association et U d'utilisateur.
Voilà. Et donc, elle regroupe, chaque collège de l'association se veut être un collectif, comme celui d'Entrecasteaux, mais également une association, telle que l'association ADUES, qui existe depuis 4 ans à Salerne, et sur laquelle on s'appuie, parce que en 4 ans, ils ont fait un sacré boulot, dont nous bénéficions pour connaître, parce que vous avez pu voir au travers du film que c'est pas simple de s'occuper du problème de l'eau, c'est pas toujours clair, et il y a beaucoup de choses troubles. Voilà. Et il faut s'y intéresser de près pour pouvoir connaître les tenants et aboutissants. Voilà. Et nous essayons donc, à partir de cette association, la première démarche que nous avons fait, c'est de pouvoir participer à la commission consultative que toute communauté d'agglomération doit créer. Pour l'instant, nous avons fait notre demande, mais nous attendons la réponse pour être inclus dans cette commission consultative des services publics de la CAD. Voilà, nous attendons la réponse du collectif, de la communauté d'agglomération de Racine-Ouest. Voilà. Donc maintenant, place au documentaire, 9 minutes, vous pouvez regagner vos places. Merci messieurs et à tout de suite.
Et maintenant, que peut-on faire? Il est bien facile de comprendre que la mobilisation d'Entrecasteaux et de ses 1200 habitants ne suffira pas à faire reculer ce projet. Et si nos 28 communes de la Provence verte se mobilisent, c'est plus de 80 000 citoyens qui seront debout contre son projet. Et là, vous le savez comme moi, ça peut changer la donne. D'autant qu'on peut faire boule de neige avec les communes avoisinantes. Nous avons donc besoin d'amplifier cette mobilisation. D'abord en vous informant, car pour certains, vous découvrez pour la première fois la loi NOTRe. Pour d'autres, vous en avez entendu parler, mais sans plus. Et c'est le but de cette petite introduction qui nous permet de mieux comprendre ce qui se cache derrière la loi NOTRe à l'horizon 2020. Et qui, nous l'espérons, vous aura convaincu de la nécessité d'agir contre ce projet. Nous savons aussi qu'il n'est pas toujours facile de s'organiser. Et nous sommes prêts à vous aider en partageant notre expérience, en vous aidant à créer un collectif sur votre commune et d'y apporter les outils nécessaires à la mobilisation. Les plus sceptiques nous diront que c'est de l'utopie. Alors à cela, on peut leur répondre que c'est exactement avant même d'avoir déposé la première pétition chez les commerçants, c'est exactement ce que les Entrecasteaux nous ont dit. Ça ne marchera pas, les gens n'y croient plus. Pourtant, la preuve vient de nous être donnée, à tel point que Var Matin nous a consacré une page entière à notre mobilisation. Et faire 3 Provence-Côte d'Azur à un reportage dans une édition régionale. Alors ce qui est possible entre Entrecasteaux, pourquoi ça ne serait pas possible ailleurs? D'autant que votre maire, ainsi que les 27 autres, sont déjà mobilisés contre ce transfert des compétences, avec une pétition nationale sur le site de l'Association Ruraux des maires de France. Et ils sont prêts, je suis sûr, à vous soutenir dans toute initiative qui iront dans ce sens. Il est peut-être aussi nécessaire de vous rappeler, pour vous motiver un peu plus, que l'eau est tellement présente dans notre quotidien qu'on en oublie presque l'essentiel. Elle dépend de notre survie. 3 jours sans eau et nous sommes morts. Alors, ce bien commun, doit-on continuer d'accepter qu'il soit commercialisé? Ou au contraire d'en garder le contrôle pour sa gestion et sa distribution? Voilà pourquoi il est impératif que notre mobilisation devienne incontournable pour le retrait du transfert des compétences eau et assainissement de la loi NOTRe prévue en 2020. Ensemble, sans clivage, mais avec détermination. Nous pouvons gagner. À bientôt. Donc, je rappelle devant scène M. Roland Balbis, le maire de Villecroze, M. Romain Debray, le maire d'Entrecasteaux, Georges Baroni de la Confédération paysanne, venez devant, qui participe au Conseil économique, social et environnemental de PACA, Pierre Alphen, qui a fait ce petit documentaire, vous pouvez revenir aussi. Voilà. Alors, avant de commencer, je veux vous informer que nous avons invité, nous aussi, on a essayé d'inviter les maires des 23 communes de la CAD, de la communauté d'agglomération drancénoise. On leur a envoyé un mail à tous, et on a fait un courrier spécial à notre maire ici, M. Alemagna, qu'on avait rencontré d'ailleurs le jour du forum des assos. Et il nous a répondu qu'il n'était pas disponible ce soir, mais qu'il partageait notre souci, notre inquiétude sur le maintien de la régie de l'eau en service public, que lui, il était un farouche défenseur des services publics, et donc sa volonté, c'était de conserver cette compétence en service public. Là, ce qui risque de se passer, c'est effectivement si sur notre communauté d'agglo, il n'y a pas un mouvement, je dirais, citoyen et politique suffisamment fort, il n'y aura peut-être pas de riposte, il n'y aura peut-être pas de réactivité à ce transfert de compétences qui est prévu, je vous le rappelle, pour le 1er janvier 2020. Donc c'est demain. 1er janvier 2020, la CAD va décider ou pas, on n'en est pas encore là, du transfert de la gestion de l'eau, toujours en service public sur les 23 communes,
ou d'une délégation de ce service à des régies privées. Donc là, vous avez eu tout un tas d'explicatifs. On a largement de quoi débattre. Donc maintenant, comme d'habitude, la parole est au public. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez et nos intervenants vont se faire un plaisir de vous répondre. Voilà. Donc il y a l'exemple d'Entrecasteaux, l'exemple de la communauté Provence Verte. Voilà. Donc la parole est à vous. Il y a des micros qui peuvent circuler. En attendant, Georges, tu veux recadrer le débat peut-être ? Oui, alors, en partant sur la base de ce film très intéressant qui a balayé très large toutes les questions de l'eau, de votre robinet jusqu'à sa production, traitement et toutes les conséquences que l'eau que vous allez consommer, vous, les paysans, les entreprises, va se retrouver dans la nature plus ou moins polluée. Donc ce film a bien balayé. Moi j'ai trouvé que le dernier petit film de notre ami André était une merveille. C'est une synthèse absolue, parfaite, qui nous permet à nous, citoyens, de tout de suite découvrir qu'on a la possibilité de changer les choses. Donc, je voudrais juste rappeler quand même une chose relativement importante, c'est que dans cette loi NOTRe, il existe quand même une possibilité pour les responsables des communautés d'agglomération de conserver les régies municipales dans les communes qui le désirent et les DSP dans celles qui veulent rester en DSP, donc privées. Celles qui sont en régie municipale, qui se sentent mal et qui veulent passer en DSP, passeraient en DSP. Donc il n'y a pas une obligation, comme veut nous le faire croire certains responsables, que l'on doit tout passer dans un sens ou dans l'autre. Bien sûr, ça serait bien de passer tout dans le sens de la régie municipale, mais certaines communes n'ont pas bien travaillé dans l'entretien de leur réseau, dans la façon dont il est, l'état dans lequel il est, alors que d'autres communes ont bien travaillé, ont investi, les gens ont payé. Ça voudrait dire que demain, si tout était nivelé, il y en a certains qui paieraient pour les autres. Et là, c'est peut-être un peu... Donc ça vaut la peine de se rappeler, de se dire que la communauté d'agglomération, sous notre pression, peut très bien faire un choix qui respecte les décisions des communes concernées, régie municipale ou DSP. Bon, DSP, vous l'avez bien compris, c'est des entreprises qui veulent faire du bénéfice, c'est évident. Une entreprise ne travaille pas sans bénéfice, sinon elle ferme. Donc dans ces conditions, l'eau aura un prix vraisemblablement plus cher que l'eau des régies municipales. Et surtout, aucune maîtrise de l'augmentation. Donc moi, je vais m'arrêter sur ce sujet. Par contre, dans toutes les questions qui ont traité de la pollution de l'eau, son retraitement, etc., je suis entièrement à votre disposition, parce que dans les questions de la gestion municipale, DSP et autres, nos amis maires de Villecroze et d'Entrecasteaux sont au top de la connaissance. Voilà, je préfère. Allez-y, en attendant que Merci, vous levez la main pour les questions et on vous donnera le micro. Attendez, on va vous donner un micro. Voilà. Et peut-être que M. Baldis répondra. Ouais. Oui, bonsoir. Voilà, je viens de Salerne. Je suis très content qu'il y ait du monde ce soir. Et, Plus près de la bouche, plus près de la bouche. Ah, vous m'entendez? Oui, contre la bouche. Voilà, je me présente, je suis Bruno, je suis de Salerne. Je viens juste pour dénoncer le problème qu'il y a eu à Salerne, c'est-à-dire l'émission qu'on a vue là, sur les privatisations, l'éolien, tout ça. En fait, vous n'avez qu'une seule personne qui est à Paris qui gère tout ça. C'est du profit au profit, et la Provence n'est pas à vendre, donc il faut le préserver. Et je suis content que ce soir il y ait plein de monde et qu'on continue ce combat. Parce que c'est important pour moi. Moi, je m'occupe d'une association, le canal Saint-Barthélemy. L'ASA, c'est ça. Et je fais apprendre aux gens, comment dire, excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de parler en public, la gestion de l'eau, la valeur que ça a, comme l'a montré dans le film Entrecasteaux, là.
Je trouve que c'est merveilleux et qu'il faut continuer comme ça. Et surtout, je dis à la commune de l'Orbe de ne pas passer en régie multinationale, parce que là, vous perdez la province, quoi. Voilà. Merci. Merci. Bon, moi, je me présente rapidement. Donc, je suis Roland Balbis, le maire de Villecroze. Et j'ai un peu la double casquette parce que je suis également président de la communauté de communes Lac et Gorge du Verdon. Donc, évidemment, on doit préparer en tant que communauté de communes la loi NOTRe, bien que je ne sois pas pour. Puisque si j'ai repris l'eau en régie municipale à Villecroze en 2016, c'est pas pour la redonner en 2020 ou en 2026. Mais bon, pour autant, la loi est la loi. Au passage, j'en profite pour la loi NOTRe pour en mettre un petit coup dessus. Pour autre chose, pour les ordures ménagères, nous avons un syndicat qui marche très bien, avec 4 communes de la province verte, et la loi NOTRe nous impose de nous séparer, c'est-à-dire que le syndicat mixte de Haut-Var va perdre 4 communes qui étaient collectées, qui marchaient très bien, dont Romain est vice-président, il connaît bien le système, et ça va être dissous, ça, au 1er janvier 2019. Donc là, encore, voilà, et on ne peut rien faire. Le préfet, il a dit, c'est la loi NOTRe, il faut l'appliquer. Bon, ben voilà, on est des élus. Là, donc, pour revenir sur l'eau, moi, Villecroze, j'ai pris l'eau en régie municipale en 2016. Par contre, j'ai pas fait comme dans le film, j'ai pas cassé le contrat. Parce que là, vous avez vu que pour casser un contrat pour une ville comme ça, c'est 1 million d'euros. Pour un petit village, c'est impossible. Et 1 million d'euros parce qu'ils ont dû bien se défendre. Moi, à Villecroze, j'ai attendu la fin du contrat, puisque j'avais des soucis avec la société fermière, de facturation essentiellement, hein, pas avec des agents, hein, c'est bien clair. Hein. Le travail était à peu près fait, pas aussi bien que nous, mais il était fait. Par contre, au niveau facturation, en cours de contrat, le fermier, enfin, je peux le dire, il est venu, il dit voilà, monsieur le maire, il faut délibérer, il faut nous ajouter 18 000 euros parce qu'on ne gagne pas assez d'argent. Je dis mais attendez, vous voulez que j'aille en prison ou quoi, qu'est-ce que c'est? Donc, évidemment, je suis allé au procès, c'est toujours en cours. Et j'ai attendu la fin du contrat pour le reprendre, et depuis ça marche très bien. On arrive donc à réparer nos canalisations, à investir, à avoir contact avec l'agence de l'eau qui finance, et on a pu maîtriser le prix de l'eau, même le baisser, le moduler, c'est-à-dire pour les personnes seules ou qui consomment très peu, qui ont des petits revenus, baisser le prix. Pour les maisons moyennes, laisser le prix à peu près pareil. Pour les grands consommateurs, que sont les campings ou les gens qui vivent du tourisme, qui eux la revendent de l'eau en quelque sorte un petit peu plus cher, 3,72% de plus, sans pour autant vouloir les saigner, parce qu'ils contribuent au fonctionnement, donc tout le monde contribue. Et voilà, donc, mais bon, je reconnais que pour un maire, casser un contrat, c'est une mission impossible. Là, dans le film, ils ont fait 1 million d'euros. Aujourd'hui, moi j'avais un contrat assez ancien. Je vous donne juste, par exemple, si les compteurs d'eau appartiennent à la société fermière, dans le cas de Villecroze, c'est environ 1000 compteurs. S'ils décident, si les compteurs d'eau donc appartiennent à la société fermière, ils peuvent très bien vous dire voilà, le compteur d'eau, nous on l'évalue à 500 euros parce qu'il y a la niche, il y a le compteur, il y a le remplacement à l'entretien. Pour Villecroze 1000, ça fait 500 000 euros. Je veux dire, on ne peut pas le faire, quoi. C'est 10 ans de budget. Hein, donc le maire ne peut plus se défaire de ses contrats. Et prendre le risque de casser un contrat en cours, c'est quasiment mission impossible. Donc voilà, bon, moi j'ai pu le faire hein, parce qu'il est arrivé à terme. Romain, lui, je sais que ça marche très bien depuis longtemps, il l'entretient. Et on vit assez mal aussi. Moi je vois avec les maires, les collègues des maires de la CCLGV, il n'y en a aucun qui veut donner l'eau. Hein. Voilà, ben, ça va être peut-être une mission obligatoire, et ça sera une mission injuste, parce que comme vous disiez, ceux qui n'ont pas fait de travaux, ben, ils vont bénéficier des travaux des autres, ça sera repris, donc il va falloir lisser le prix de l'eau sur 2-3 ans, pour pouvoir faire des investissements aux endroits où ils n'ont pas été faits. C'est une première chose. Et une deuxième chose, dans les endroits assez déserts, où pour 1 kilomètre de canalisation, vous n'avez qu'un ou 2 compteurs, s'il faut remplacer, ça vous met le prix de l'eau au prix de l'or, quoi. Donc forcément, le prix il va monter si on fait ça. Alors que les communes, aujourd'hui, elles travaillent par petits bouts, elles y arrivent, et je pense qu'aujourd'hui, s'il y a des maires, même en communauté de communes, qui vont garder la régie, parce qu'on est pour la régie, parce que ça coûte moins cher à l'administrer, et parce qu'on considère que c'est un bien public, mais au fil des années, les élus qui ne vont pas être au fait du problème. S'il y a la moindre panne, si la nuit, le maire il n'est pas là, on lui téléphone, il dit voilà, le tuyau est cassé, il n'y a pas d'eau, qu'est-ce qui se passe? Ben, on fait travailler des privés, un petit peu, puis après on a les contrats. Et puis après, une fois qu'on est dans les contrats, on perd la vision, parce que la facturation, elle se fait directement
chez l'administré. Le maire, on ne sait pas trop ce que ça coûte ou pas. Et c'est comme ça qu'on perd le fil. Voilà. Et s'il y a d'autres questions, ou si Romain veut dire quelque chose. Question dans la salle avant Romain, peut-être il veut- à Monsieur Balbis. Oui, là-bas, il y a une question. Ah ouais. Ouf, oui, ça marche. La loi NOTRe, c'est une loi qui est votée, je crois qu'on ne va pas revenir dessus. Personne n'est d'accord là-dessus, c'est quelque chose d'acquis. Moi, personnellement, je pense que c'est un élément, quand on voit les compétences communales qui partent à la communauté de l'agglomération, d'ici quelques dizaines d'années, peut-être moins, les communes, elles n'ont plus rien, elles n'auront plus aucune compétence. Donc c'est peut-être un des éléments. Bon, concernant les régies, le film que vous avez montré est très instructif parce qu'il montre que l'eau, enfin la distribution d'eau et ainsi de suite, c'est un vrai métier. Et là, monsieur le maire de Villecroze, vous avez combien d'habitants, je ne sais pas. Environ 1500, 1480. 1400, bon. 1480. Moi, je suis à Saint-Antonin-du-Var, on a 700 habitants, on va avoir, je ne sais pas combien, 400 compteurs, un truc de ce genre-là. C'est quelque chose qui est une charge, si vous voulez, pour une commune. Les maires, les communaux, enfin les employés communaux ne sont pas spécialement formés à ce genre de métier. Oui, bon, d'accord, Georges n'est pas d'accord. Parce que moi, je vois un intérêt, si vous voulez, à regrouper. Hein, parce que l'intérêt de regrouper, c'est que pour les régies, la communauté d'agglomération peut s'équiper avec des personnes compétentes, hein, quelqu'un qui est spécialiste de l'eau, qui pourrait mettre effectivement, je dirais, un petit peu d'ordre, ou tout au moins améliorer la gestion de l'eau. Parce qu'il y a un truc qui avait été un petit peu passé sous silence, c'est les pertes d'eau. Hein, dans le film, on disait que 20%, 25%, c'est pas terrible. Nous, le rendement à Saint-Antonin, c'est 64%. Vous voyez, donc on est loin des 25%. Et on n'est pas les seules communes. Il y en a d'autres aussi qui ont le même rendement. Donc il y a un travail important à faire là-dessus. Il y a une exécution à gérer et à installer. Donc pour une petite commune, l'investissement est phénoménal, je veux dire. Donc moi je suis partisan, et nous on milite tous les deux avec Georges à Saint-Antonin pour que la commune reste en régie. Bon, on a interrogé notre maire. Bon, je vous réponds, si vous voulez, en 2 mots sur les pertes d'eau, les fuites d'eau. Moi, quand j'ai récupéré mon réseau d'eau, j'avais un rendement de 72%, qui n'était pas très mauvais, paraît-il, mais enfin, c'est déjà pas mal. Aujourd'hui, je suis à 86% de rendement. Hein. Ça, c'est excellent. C'est excellent, c'est même avec monsieur Atton, la régie de l'agence de l'eau, on vérifie les calculs pour voir si on n'est pas trop bon. Parce qu'il y a quand même l'eau qu'on prend au poteau incendie et tout qui n'est pas comptée, etc. Donc on pense qu'on répare nos fuites à mesure. Pour autant, ce que vous disiez sur regrouper, moi je ne me suis pas séparé des professionnels de l'eau, mais j'en ai fait des partenaires. C'est-à-dire quand j'ai besoin d'eux, j'hésite pas à appeler Veolia ou quoi, notamment pour le chlore gazeux, parce que c'est que l'eau doit être traitée, sinon la responsabilité du maire personnel est engagée, donc l'eau doit être conforme, il y a des agences de l'eau, il y a des analyses de l'eau, mais pour la conformité de l'eau, j'ai mis du chlore gazeux partout, et c'est une technique assez pointue, ces matériels de dosage sont précis, donc Veolia par exemple, dans ce cas-là, eux ils ont un savoir-faire, donc on a acheté des appareils chez eux. La télémétrie, bon, on l'a fait nous-mêmes, parce qu'évidemment, il faut les bassins, les forages, etc. Donc, mais on ne se détache pas. Et également aussi l'encadrage, la foudre autre, donc d'électrotechnique, dont on a un technicien, mais je ne me détache pas des professionnels de l'eau. Je ne dis pas, attention, la mairie fait tout. Il y a des professionnels qui savent très bien faire l'eau. Et le professionnel, il a toujours un ingénieur qui est en pleine recherche, qui fait le petit plus qu'on n'a pas toujours de suite. Par contre, ce que vous disiez sur se regrouper en plusieurs communes ou en communauté, si vous devez prendre un ingénieur pour 10 ou 12 communes, etc., c'est à peu près ce que font les professionnels. Aujourd'hui, ils ont un technicien pour 7-8 communes, un ingénieur pour la moitié du département, et c'est ce qui est fait. C'est-à-dire que si on fait ça, on va y arriver à le faire comme eux, mais on va être au même prix. Donc l'intérêt de l'administré n'y est plus, et la motivation de l'élu non plus. Parce que l'élu, je veux dire, il n'y a pas que les mariages dans les villages, on veut garder notre eau, on veut garder ce qui a été fait avant nous. Tout ça, toute cette motivation qu'on a de la province d'arroser, monsieur parlait des canaux d'arrosage, tout ça pour le garder, il faut une motivation. Si on perd tout ça, si on doit faire que les mariages et les caca de chien, parce que les problèmes dans une mairie sont nombreux, qui va le faire, quoi. Alors aujourd'hui, les maires, ça va, on est motivés, mais
au fur et à mesure qu'on est... Et puis moi je dis ça d'une façon assez sincère, parce que je suis quand même à la communauté de communes. Hein. Oui, oui. On a été contraints et forcés les derniers, mais bon, on y est allé, puis ça marche plutôt bien. Mais même à la communauté de communes, c'est pareil. Il faut dans l'eau, on commence à mettre l'étude des eaux pluviales, ce qui est normal, mais aussi la GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des incendies. Les maires ne voulaient pas payer, ça a été obligatoire que les intercos le prennent, le payent, ou pas d'ailleurs, enfin qu'elles votent la taxe ou pas. Si elles ne votent pas, elles le prennent sur leur budget principal, et le budget principal de l'interco, elles le prennent dans les communes, donc on paye quand même. Et si on vote la taxe GEMAPI, qui peut aller jusqu'à 40 € par habitant et par an, ben c'est l'administré qui le paye. On le fait pour atteindre le nombre d'habitants. Donc vous voyez, tout ce qui se fait à l'interco, c'est vraiment la tranche supplémentaire. Aujourd'hui, on ne va pas prendre quelqu'un d'une commune pour le mettre à l'interco, parce qu'à la commune, si on a un personnel, c'est qu'on en a besoin, que ce soit administratif ou technique. Donc on embauche quelqu'un. Et puis dans l'interco, si je puis dire, il faut du personnel, un peu des juristes, un peu des personnels un peu plus chers, un peu plus rares à trouver. Donc on est en train de créer une super commune. Puis après, on veut créer des métropoles qui sont à la moitié du département, puis on va revenir au département, quoi, je ne comprends pas. Mais tout ça, nous, on des élus ou les administrés, on est devant le fait accompli à cause de la loi de notre. Alors, on est devant le fait accompli, et si vous voyez la vitesse à laquelle les compétences des communes sont transférées aux communautés d'agglomération, on y va. Par contre, vous dites effectivement, de rester en régie, on ne peut pas jouer sur le coût de l'eau, c'est-à-dire le coût du traitement de l'eau. C'est pas possible, on ne peut pas faire mieux qu'une entreprise spécialisée. Pourquoi? Ah si. Non. Il n'y a pas les Si, non, bénéfices. mais attends, tu as le coût du... T'as les Non, coûts il y a de pas les personnel, t'as les coûts de bénéfices. matériel, t'as les coûts, Non. t'as les coûts. Non. Non, à équivalence de travail, de compétences, l'entreprise privée te fera payer les bénéfices qu'elle distribue. Plus- C'est logique. plus l'impôt sur la société. Plus les bons. L'impôt sur la société. Attends, on va pas faire un débat à deux parce Oui, que non, ça on va va être pas mauvais. débat à deux. Non, attends. Vas-y, un peu Romain. Par contre, c'est vrai que tout ce qui dépasse, nous, on n'a pas d'actionnaire à payer. C'est directement réinvesti. Ni l'impôt sur la Donc société. l'intérêt, il est là. D'accord. Merci. Voilà, Romain Debray, maire d'Entrecasteaux, qui va nous faire un petit peu un bilan sur la situation, surtout sur le service public de l'eau. Oui, bonsoir à vous tous. Alors, Entrecasteaux est une commune où il n'y a jamais eu de délégataire, donc on a toujours été en régie, depuis toujours. On a su faire notre forage, créer nos bassins de stockage, notre station d'épuration, tout ça avant la loi NOTRe. On n'a pas eu besoin de la loi NOTRe pour faire tout ça, on l'a fait tout seul, comme des grands. Où on a du personnel qui s'est formé au fil du temps, et on a un prix de l'eau qui est à 1 € non assaini et 1,50 € assaini. Donc on a un prix très très bas. Et effectivement, on n'a pas de bénéfices à distribuer, hein, oui, pour les actionnaires. On gère ça en bon père de famille. Moi, ça m'arrive la nuit de me lever. Je suis un élu de proximité. Hein. Je me lève la nuit, je vais des fois remettre les pompes en marche. C'est compliqué, hein, parce qu'il faut qu'on soit aux normes. Il y a beaucoup de contraintes, notamment de normes. On s'appuie effectivement sur des professionnels parfois. Mais moi, je me suis engagé en tant que maire pour être élu, pas pour rester chez moi, rien faire. C'est un engagement et ça permet aux citoyens de payer un prix très bas, ce ne sera pas le cas, je pense, quand on aura transféré tout ça. Alors, ce ne sera pas des régies municipales qui resteront, ça va être une régie intercommunale. Voilà, donc les municipalités n'auront plus rien à dire, même si elles font partie de cet ensemble, mais on sait très bien comment ça fonctionne. C'est la première étape. On passe d'abord en régie intercommunale, puis après, petit à petit, on perd l'expérience, on perd la connaissance du terrain, et puis finalement, c'est beaucoup plus simple de déléguer et de donner ça à une entreprise privée. Voilà donc pourquoi on se bat autant entre Entrecasteaux. On est très contents de garder, d'avoir cette régie qui a pu donner de l'eau à tous les Entrecasteaux. Et vous savez, quand un maire reçoit une personne qui n'arrive pas à payer sa facture d'eau, moi je lui coupe pas l'eau. C'est malheureusement le cas souvent, même si la loi l'a interdit. Mais je ne diminue pas non plus le débit. J'essaie de voir la personne, de l'aider financièrement. On va essayer de faire un échelonnement de sa dette. Voilà, donc c'est la proximité qu'on va enlever en déléguant et en transférant cette compétence. Et puis transférer l'eau
une commune qui n'a plus la gestion de son eau, c'est aussi elle perd son développement, la gestion de son développement. Quand on maîtrise plus l'eau, c'est fini. C'est l'interco qui va décider comment la commune va se développer. Voilà, donc déjà aussi c'est important. Donc c'est la proximité, c'est, je veux dire même la démocratie qu'on éloigne de plus en plus du citoyen. Une question. Oui, je ne connais pas comment Entrecasteaux a formé ses techniciens, mais on a passé pas mal de temps, je viens de Salerne, on a passé pas mal de temps à Villecroze, et si M. Balbis peut expliquer un petit peu la façon dont vous avez pris votre technicien et la façon qu'il s'est auto-formé, c'est très impressionnant, et ça montre que les arguments qui disent qu'on n'a pas l'expertise, on n'a pas ci, on n'a pas ça, vaut rien. Que si on a la volonté, si on a la foi, on peut le faire. Oui, je vais répondre. Alors pour ce qui est du technicien que j'ai recruté, je me suis appuyé sur un conseil, quand j'ai repris l'eau en régie, savoir tout ce qui allait arriver, avoir à faire le prix de l'eau, la facturation, les travaux, les marchés publics, etc. La qualité de l'eau, parce que là, la DAS elle fait des ponctions par endroit, on doit vendre de l'eau potable. Hein. Donc, et moi, le technicien que j'ai trouvé, j'avais de la chance, il avait travaillé dans la téléphonie déjà, parce qu'il faut des alarmes, pour la qualité de l'eau et pour les niveaux d'eau, etc. Donc après, je l'ai envoyé en formation pour la chloration gazeuse. Après, il y a des moments, je l'ai envoyé à Entrecasteaux en formation. Parce qu'Entrecasteaux, je connaissais bien Robin, ils avaient des bons techniciens aussi, donc on est allé plusieurs fois les voir. Moi-même, je suis allé voir avant de prendre l'eau en régie, enfin, je l'aurais pris de toute façon, mais je me suis rapproché de la commune de Colobrières, je suis allé voir les administratifs et les techniciens de Colobrières, la maire de Colobrières de l'époque, on s'est fait expliquer ce qui nous attendait et tout, et on est monté en puissance petit à petit. Pour autant, mon technicien aujourd'hui, je l'envoie en formation 2-3 jours régulièrement, une fois par mois, ou par 2 mois, ou par trimestre, peu importe, suivant les formations, ce qu'elles sont. Je suis en train de le doubler avec quelqu'un qui va essayer de le remplacer, parce que cette personne, là où c'est fragile, quand vous en avez qu'une, elle a droit au congé quand même. Elle est d'astreinte, pas tous les week-ends, mais presque. Enfin, tous les week-ends, il y a de l'orage déjà. Sans l'astreinte, il a le portable. Alors, heureusement, avec les smartphones aujourd'hui, il a les alarmes, il sait d'où ça vient, tout ça tout de suite. Mais toute cette téléphonie à mettre en place, toute cette technique, j'avoue, moi, que j'ai la chance d'avoir un bon technicien qui sait le faire. Et justement, quand le conseil que j'avais pris, il m'a dit, attention, si vous prenez un ingénieur qui reste que dans le bureau, il ne vous fera pas tout, il n'ira pas sur le terrain le soir, parce qu'un ingénieur, ça fait un travail d'ingénieur, ça ne fait pas un travail mixte, vous comprenez? Donc c'était un peu le piège. L'ingénieur, il devient indispensable à partir d'un certain volume. S'il y a plusieurs communes, mais pour une seule commune, très rapidement, on connaît le réseau par cœur. Très rapidement, on a mis des vannes de sectorisation, on sait trouver les fuites très rapidement, on connaît le système quand on n'a qu'un seul village. Donc un seul technicien qui se forme en formation, que ce soit au CNFPT ou à Aix-en-Provence dans diverses entreprises, ou même chez Romain, une fois qu'il est formé au bout d'un an, c'est parfait, quoi. On sait tout faire. Moi, je dors tranquille. Pour autant, il en faut un second, parce que si cette personne-là prend des congés, et ça lui arrive, heureusement d'ailleurs, hein, il en faut, il faut bien qu'il y ait un remplaçant quand même, parce que moi, j'en connais un petit peu, mais on perd le fil, quoi. Au fil des années, on change les boîtiers électroniques, etc. Voilà, maintenant, ça marche tout par Livebox et autres, par alarme, par smartphone. Et puis, quand il y a l'orage, il faut aller au forage dans la colline, vérifier ce qui se passe. Voilà, il y a des cartes maîtresses, des cartes mères, etc. Il y a de l'électronique, il y a de tout. Mais après, une fois que le technicien il a acquis ça, quand il sait le faire, et aussi avec le partenariat avec les professionnels, là, par contre, pour ce qui est extrêmement technique. Hein. Il y avait Veolia, je ne sais pas où ils étaient là, à Draguignan, ils avaient un technicien très pointu pour ce qui est télémétrie et autres, parce que en plus les bassins doivent être fermés au niveau pour les attentats aussi, on n'est pas vous empoisonner l'eau et tout, donc fermés, mais aussi avec des alarmes, et des alarmes dans la colline à des kilomètres, il faut que ça marche tout ça. Voilà. Moi, ce que je retiens de ce que vous dites, monsieur le maire de Villecroze, c'est que effectivement, il ne faut pas couper le cordon avec les professionnels qui
qui ont des techniciens très pointus et il faut effectivement travailler avec eux. Simplement, il y a une différence entre travailler avec eux au niveau de l'équipement et des connaissances et leur laisser la gestion de l'eau et de l'assainissement. Tout à fait. C'est une grosse différence. Voilà. Mais puis, après, il y a une erreur qui est faite aussi de la part des élus, c'est quand on donne la DSP, la gestion complète, les élus ne font pas de contrôle. Délégation ne veut pas dire absence de contrôle. Au contraire, une délégation, ça doit être un contrôle mensuel, permanent. Hein, parce que le délégataire, il a comme tout le monde. Il fait le contrat, ou il fait pas, il fait plus ou il fait moins. Et si personne ne le sait dans la mairie, ben, la délégation, elle s'envole, les prix s'envolent. Il y a même des choses qui sont faites en double des fois et tout. C'est là qu'il y a le souci. Il y a une partie du problème de la délégation, c'est pas la faute du délégataire, c'est la faute des élus. Ça, je tiens à le dire parce que je le sais. Allez-y, madame. C'était par rapport à ce que tu avais dit tout à l'heure. Est-ce que cette loi, donc, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas une réelle obligation, en fait, de faire passer toutes les mairies dans le même... Enfin, toutes les communes dans la même... Alors, est-ce que c'est vraiment une obligation ou est-ce que ça n'est Oui. pas? Alors aujourd'hui, pour les communautés d'agglomération, c'est une obligation au 1er janvier 2020. Pour les communautés de communes, c'est la taille en dessous. C'est une obligation. 15 000 habitants, voilà. 3 ECPI. C'est ça, ouais, ville de moins de 15 000 habitants, etc. C'est la taille dessous. Ça sera obligatoire au 1er janvier 2026. Aujourd'hui. Alors les comités qui se forment là pour essayer de lutter contre ça, c'est contre la loi elle-même? Oui, bien sûr. Ça, c'est fondamental. C'est la loi NOTRe, et Romain en connaît. C'est pas pour obtenir que telle ou telle commune reste en régie. C'est contre la loi C'est en vraiment général. une lutte contre la loi en tant que telle. D'accord. Oui. Parce qu'il y a aussi le problème des... Enfin, moi je suis dans une commune qui est c'est privatisé. Il y a beaucoup de gens qui sont contre, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose quand le maire, lui, de toute façon, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour vous? Aujourd'hui, alors que la loi n'est pas encore appliquée, hein, ce sera en janvier 2020, c'est déjà très compliqué de passer d'un délégataire à revenir en régie, hein, comme Villecroze. Donc imaginez avec la loi, donc ça sera fini complètement. Donc ceux qui sont déjà délégataires, sauf si la communauté de communes ou d'agglomération décide de casser le marché, de reprendre en régie intercommunale. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut aller vite. Si vous voulez créer des collectifs, c'est le 1er janvier 2020, comme vous le disiez, c'est demain. Et il faut savoir que c'est une loi qui a été votée en 2015 sous François Hollande. Je ne fais pas de politique. Hein. Ça a été modifié le 31 juillet dernier, dans la nuit. Ça a été modifié. Et, ils ont divisé. Donc ils ont mis d'un côté les communautés d'agglomération, où il y a beaucoup de communes rurales, petites communes. Et là, c'est obligatoire en 2020. Et d'autre côté, reporté pour les communautés de communes à 2026. Voilà. Donc, mais ça s'est fait en catimini. Il y a même des députés du Var qui n'étaient même pas au courant, qui n'étaient pas à Paris, qui l'ont appris le lendemain. Question. Est-ce que vous espérez avoir une mobilisation comme pour les collectifs anti-gaz de schiste qui ont réussi à freiner ce qui nous pendait au nez? Il n'y avait pas de loi derrière les gaz. Il n'y avait pas de loi. Oui. Il y avait juste un permis qui avait été accordé. Oui. Brignol. Oui. Oui, ça dépend aussi de vous, hein, puisque je crois que malheureusement, alors les élus se sont mobilisés au niveau national, puisque les deux grandes associations d'élus, les maires de France et les maires ruraux de France, ont fait beaucoup de travail pour que cette loi, pour que le caractère obligatoire de la loi ne soit pas appliqué. Mais ça n'a pas suffi, puisque le Sénat a voté contre l'obligation du transfert, et c'est revenu à l'Assemblée qui a voté, je vous le lis, le 31 juillet dernier, de façon définitive, pour le transfert obligatoire en 2020 et 2026. Mais si la population se mobilise, là par contre ça peut changer. Je pense que les élus malheureusement ne sont pas assez entendus. Si la population crée des collectifs, descend dans la rue, manifeste auprès des élus, se fait entendre, là ça pourra bouger. C'est pour ça qu'on a fait ça entre Casto. D'ailleurs, c'était très bien fait son film, Pierre. Donc en fait, vous avez besoin maintenant que les citoyens vous soutiennent et créent leur collectif, comme pour le gaz de schiste. Alors, c'est pas que les citoyens nous soutiennent, c'est que les citoyens s'investissent de façon à pouvoir effectivement créer dans chaque commune
parce que le maire, il fait son travail, il informe, il est le représentant de la loi, indirectement, enfin directement même d'ailleurs, par l'intermédiaire du préfet. Donc, s'il y a un texte de loi, ben, il est obligé de l'appliquer. Par contre, qui dénonce effectivement ce texte de loi et que les citoyens s'en emparent, il a beaucoup plus de force. Un maire, s'ils font une manifestation avec leurs écharpes, on n'est pas d'accord et tout, ça a une autre gueule si derrière il y a la population. Vous voyez, on a vraiment intérêt aujourd'hui à se mobiliser, et 2020 c'est demain. Donc il faut se mobiliser. Et comme on disait, nous on est prêts au niveau du collectif d'Entrecasteaux de vous aider à mettre en place un collectif avec les outils nécessaires, parce que c'est pas très compliqué. Hein. Et je pense que les maires, à mon avis, ne verront pas ça d'un mauvais œil. Au contraire. Voilà. Et d'ailleurs, il y a un collectif qui s'est monté à Montfort. Voilà, à Montfort, il y a un collectif qui commence à prendre forme, et on est en contact, et puis on essaye de voir comment on peut faire évoluer les choses. Nous, sur la Provence verte, on a 28 communes. L'idée, c'est de provoquer effectivement dans chaque commune, alors peut-être par l'intermédiaire de Romain, de voir avec ses collègues maires qu'ils organisent des réunions publiques à laquelle nous, éventuellement, on viendra, enfin moi en tous les cas, je me déplacerai pour expliquer avec le petit montage comment on peut faire pour monter un collectif. Voilà, et puis les courriers avec le maire, la discussion avec le maire, de façon à ce que tout le monde soit concerné. Oui. Justement, donc, la partie effectivement collectif et les usagers, tout ça, se mettent tous ensemble. Par contre, je voulais savoir côté élu, parce que j'ai cru entendre que vous aviez une pétition qui circulait par rapport au Salon des maires de France. Bon, ça déjà, on n'est pas trop au courant là-dessus. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe côté élu quand vous rencontrez les autres maires? Est-ce que de votre côté, vous avez des actions aussi et les députés? Enfin voilà, de ce côté-là en fait, je voulais... Oui, donc moi je suis vice-président de la communauté d'agglomération de la Provence verte et j'ai fait voter une motion qui a été votée à l'unanimité contre le transfert obligatoire de l'eau et de l'assainissement. Donc tous les unanimement ont voté. Au niveau des parlementaires, effectivement aussi, certains se battent, notamment les sénateurs, pour que le caractère obligatoire ne soit pas rendu pour 2020-2026. Mais là, je pense qu'il faut faire très très vite. Très très vite. Les élus, malheureusement, il y a des représentants d'élus, des associations, des grandes associations nationales, qui n'ont pas été entendus par les députés. Donc maintenant, je pense que c'est vraiment la population qui doit prendre les choses en main. Il n'y a que ça. Question Non. Question au fond de la salle là-bas. Oui, moi je voulais savoir, est-ce que ça vaut la peine de créer un collectif dans une commune qui est déjà chez Veolia? Ça se fait à salaire. Oui, ça se fait. Est-ce que c'est utile? Alors ça, c'est tout le problème. C'est qu'effectivement, le transfert des compétences, déjà, voilà, nous on s'est organisé parce qu'on est une régie directe. C'est vrai que toutes les communes qui sont aujourd'hui en DSP, privées, parce que j'ai entendu tout à l'heure l'eau privatisée, l'eau n'est pas privatisée, hein, c'est une délégation qu'on donne à une entreprise. Hein. L'eau n'est pas privatisée. Hein. L'eau nous appartient, et y compris toutes les installations nous appartiennent, dans chaque commune. Hein. Donc, oui, non, mais si, même à salaire, vous les avez payés. Non, mais... Oui, mais vous les avez payés. Oui, mais elle est plus à nous, elle est plus à la province. Non, si. Non, c'est pas vrai. Non, elles vous appartiennent, vous les avez payées, au travers justement de vos factures. Mais ça, ça peut être encore un autre débat. Voilà, tout à fait. Alors, c'est vrai que là, on est devant une situation où, justement, j'ai rencontré des citoyens au niveau de Salerne, et il est vrai que pour nous, la priorité, c'est qu'il faut d'abord se mobiliser pour empêcher ce transfert des compétences de la loi NOTRe, parce que, et y compris quand on est en DSP privé, parce que si demain on est en transfert de compétences, la fin du contrat. Bah là c'est terminé. Là d'abord c'est la fin de contrat chez vous, mais nous
au niveau des régies publiques, ça y est, on passe, voilà. Donc la priorité aujourd'hui, c'est effectivement de se battre contre ce transfert des compétences en 2020. Parce que, et rien ne nous empêche, effectivement, dans une, disons, dans une commune où c'est un DSP privé, de pouvoir se mobiliser contre le transfert des compétences, mais éventuellement, une autre revendication, de revenir en régie publique. Voilà, ça peut être un mélange des deux. Hein. Mais la priorité, c'est effectivement d'empêcher le... Voilà, et là, quand on disait tout à l'heure, effectivement, c'est de se battre contre ce transfert des compétences obligatoires. Mais dans le texte de loi, même si ce transfert des compétences est obligatoire, il n'est pas dit nulle part dans le texte de loi qu'on doit le transférer à une entreprise privée. Voilà. C'est pas une obligation. Une autre question. Alors, vous avez créé un collectif. Quelle est votre action comment vous agissez On se réunit déjà entre, entre citoyens et on essaye de voir. Alors nous, on fonctionne bien évidemment en étroite coopération avec le maire d'Entrecasteaux. C'est-à-dire que toutes les décisions, nous, ça va, on a de la chance, le maire est d'accord. Donc voilà, mais un collectif, ça peut être aussi un collectif contre les décisions prises par rapport à un maire. Voilà, le collectif, c'est ça. Donc là, on peut travailler effectivement en étroite collaboration. Donc ce qui fait que quand le collectif se réunit et qu'on décide d'action, on le propose au maire. On lui dit, demain, on va lancer une pétition. Et alors la pétition au démarrage... comme toutes les pétitions, c'est soit on se met à une table au marché, soit on rencontre les gens, on va frapper à leur porte. Et là, on a décidé en fait de passer par les commerçants. Parce qu'un petit village, comme je disais dans le petit montage, c'est un lien social. Les commerçants savent, voilà. Et de passer par les commerçants, ça permet aussi d'impliquer les commerçants. Donc, c'est-à-dire que j'ai été surpris, par exemple, dans un commerce, d'apporter la pétition, et c'est justement cette personne qui me dit pétition de plus, ça sert à rien, voilà. Et finalement, en amenant quelques arguments, c'est elle qui l'après-midi m'a rappelé à la maison en me disant, alors sur une pétition c'est 40 signatures. Hein. L'après-midi elle me rappelle, elle me dit, t'as pas d'autres pétitions parce que là c'est plein. En fait, quand les gens venaient pour acheter quelque chose, tu signes là, c'est pour l'eau. Hein. mais c'est un langage direct entre eux. Mais voilà, mais ça fonctionne. Donc on a impliqué les commerçants et aujourd'hui vous pouvez aller à Entrecasteaux, sur toutes les vitrines, vous avez la mobilisation donc du commerçant et la banderole donc qui prône devant la mairie contre le projet des transferts de compétences. Attends. Juste un élément que je voudrais que vous compreniez. Actuellement, on vous a parlé changement climatique et l'eau. Sachez que actuellement, le canal de Provence qui distribue le Vaucluse, le 04, le 05, le 13, distribue très peu le Var. Dans ses objectifs, c'est de distribuer de l'eau dans toute notre zone qui a été oubliée, le Haut-Var, entre guillemets, puisqu'il y a déjà un tuyau qui passe à Brignoles et qui va vers Saint-Cassien pour alimenter le tourisme et compagnie. Pourquoi je vous dis cela? Parce que il est certain qu'en 2030, nous aurons des restrictions d'eau et que la disponibilité qui existe à l'heure actuelle dans les communes, en tant que ce qui concerne leur captation d'eau, soit dans des sources, soit dans des rivières, dans toutes les disponibilités qui peuvent exister, risque de diminuer fortement. Imaginez à un instant que cette eau qui est disponible est vendue par le canal de Provence à une structure qui est une DSP, c'est-à-dire une entreprise publique, qui elle va rajouter les montants. On va se retrouver dans des situations où tout le courant de l'eau, tout l'ensemble de la consommation de l'eau sera entre les mains du privé. Ça, c'est quelque chose d'absolument abominable. Si vous avez la chance de lire des
prospectives et des projections dans le futur de ce que va être le problème de l'eau dans notre région, il faut absolument que ça reste du domaine public des citoyens et des municipalités. Il ne faut pas le lâcher. Et pour ça, la loi NOTRe est une loi qui a été construite pour que les entreprises privées puissent capter des marchés captifs, des marchés fermés. Il n'y a pas de concurrence, elle n'existe qu'entre des entreprises qui sont les mêmes. Et regardez le problème des déchets, le problème du traitement des eaux résiduaires, c'est la même chose, c'est des trucs captifs, où demain on payera, on payera, on payera. Donc il faut que si on paye, ça soit sa juste valeur, et non pas pour rétribuer des actionnaires qui ne sont pas là, mais qui sont je ne sais où. Question au fond à gauche. Moi, je voulais vous poser une question relativement à la loi NOTRe. En fait, la finalité, c'est l'abrogation de la loi. Donc, comment est portée cette demande au niveau national parce que, bon, on est concerné directement dans notre région, mais au niveau national, le problème se pose de la même façon. Les choses évoluent comment dans d'autres régions ? Alors, je ne peux pas vous répondre spécialement pour d'autres régions. Je sais qu'au niveau, pour abroger la loi, c'est l'Association des maires de France et l'Association des maires ruraux qui ont fait pression auprès du gouvernement, mais qui n'ont pas été entendus, puisque le Sénat l'a accepté, mais en dernière lecture, l'Assemblée nationale a voté cette loi NOTRe. Donc aujourd'hui, pour savoir, aujourd'hui, pour abroger une loi, il faudrait que le collectif, que les personnes que vous êtes manifestent, parce que les élus, ça n'a pas marché avec les élus. Au niveau de la représentation nationale. Hein, bien sûr, ça serait au niveau d'un vote, au niveau des députés. Est-ce que le projet a été porté auprès d'eux? Comment ça se situe à ce niveau-là? C'est eux qui l'ont voté. Hein. Moi, j'ai remis les 600 signatures d'Entrecasteaux à notre député. J'ai simplement eu l'accusé-réception. Je n'ai pas eu de réponse. La réponse est là. Voilà. Oui, mais donc, les sociétés de distribution d'eau telles Veolia, SOR, etc., ont l'autoroute devant elles. Ils sont dans les bureaux. Aujourd'hui, c'est eux qui s'appellent des lobbies. Hein. On l'a vu pour la chasse, pour autre chose. Hein. Ils font un peu ce qu'ils veulent. Et en plus, c'est qu'ils se partagent un petit peu le territoire. Parce que moi, j'ai un exemple que je ne citerai pas plus précisément que ça. Mais pour une station d'épuration, il y a une seule société qui a répondu, c'est-à-dire qu'elles ne se sont pas fait concurrence. Ouais, et le maire en question, il a été obligé d'accepter le prix qui était évidemment élevé. Ouais. Je rajoute quand même quelque chose, parce que, pour ne pas être défaitiste, il faut savoir qu'il y a 10 ans en arrière, les entreprises privées avaient 12 000 DSP. Aujourd'hui, ils n'en ont plus que 6 000, avec justement les grosses villes qui reviennent, avec les grosses villes qui reviennent, il y a un moment donné, quand on arrive en fin de contrat, on ne renouvelle pas le contrat. Donc il y a des grosses villes qui effectivement sont revenues. Donc ça veut dire que sur 36 000 communes, il y en a 24 000 qui ne l'ont pas encore prise. Oui, mais la loi NOTRe n'était pas encore votée. La loi NOTRe n'était pas encore posée. Donc aujourd'hui, il faut se mobiliser. Pour la bloquer. Voilà, pour bloquer cette loi NOTRe. Une loi... Ça peut se bloquer. Ça se modifie, ça se rejette. Voilà. Question ici. Oui, autant je me félicite du débat et de votre appel à la mobilisation sur la question de l'eau, autant je m'étonne de vous entendre si peu parler, même si c'est peut-être hors sujet par rapport à la thématique de ce soir, de la question des ordures ménagères, parce que je ne vois pas trop ce qui différencie le raisonnement que vous tenez sur l'eau de celui qui pourrait être tenu sur la question des ordures ménagères. Si je le dis, c'est parce que si on souhaite appeler à une mobilisation, je peux imaginer que pour 1000 raisons, certaines personnes ne se sentent pas concernées sur la question de l'eau, mais pourraient se sentir concernées sur la question des ordures ménagères. Donc l'idée étant, en regroupant des thèmes qui peuvent faire l'objet d'une régie municipale, pour faire en sorte que le combat contre cette loi NOTRe puisse être plus puissant. Voilà. Donc qu'est-ce que vous en pensez d'un élargissement de ce raisonnement
de la question de l'eau à d'autres questions, parfois en régie municipale dans certaines communes. Alors juste en préambule tout à l'heure, je vous ai dit, on a double peine à Villalois-la-Nôtre, nous, pour les ordures ménagères, parce qu'elle impacte aussi les ordures ménagères. Donc ça, évidemment, mais comme ce n'était pas sujet, moi je ne me suis pas étendu dessus. Mais je pourrais en parler beaucoup. Aujourd'hui, il faut savoir que la collecte et le traitement des ordures ménagères, c'est un problème, je dirais, au moins équivalent à celui de l'eau, peut-être plus, hein, puisque aujourd'hui, par contre, là, ça vient vraiment, la solution, on peut tirer sur l'ambulance, dire c'est cher, le collecteur, il ne fait pas son travail, etc. Non, la solution, elle vient du citoyen, il faut moins produire. Et là, je peux vous le dire, je suis président du syndicat mixte, si on fait 1 tonne d'ordures, ben on doit la transporter, la collecter, la traiter, etc. Et quel que soit le délégataire, que ce soit privé, régie, publique, ça a un coût. Donc là, c'est la production qu'il faut baisser pour les ordures ménagères. Et là, on n'a pas besoin de se battre, c'est à nous de le faire. C'est-à-dire, moi je vais lancer des composteurs de quartier, les bacs jaunes, on met les plastiques, on a 10% de refus, c'est-à-dire 90% de réussite dans ce que font les gens, ils mettent bien les plastiques au bon endroit, etc. On fait les déchetteries avec tous les fûts, on recycle, on envoie dans les filières spécialisées le bois, le verre, la ferraille. Nous, au syndicat mixte de Var, on fait même les cartons maintenant. J'ai mis des gros bacs à carton de 10 mètres cubes, on fait des balles de carton de 400 kg qu'on revend aux papetiers qui viennent les chercher directement sur le site, pour tout ça pour minimiser les frais. Pour autant, il appartient aux citoyens de réduire le volume. Ça, c'est indispensable. Ça, quelle que soit la personne. Voilà. Oui, je suis d'accord sur le fait que on peut effectivement avoir des problèmes similaires qui reviennent à traiter les choses d'une manière locale plutôt que globale et éviter effectivement qu'il y ait des entreprises qui s'engraissent sur notre dos. Je fais quand même une différence entre l'eau et les déchets, parce que l'eau c'est quand même quelque chose qui nous tombe du ciel, quoi. C'est quelque chose de naturel. On ne va pas la chercher, elle arrive comme ça, pure, et il y a un aspect philosophique là. Hein. Et donc, et à partir de là, elle nous appartient, c'est un bien commun, elle appartient à tout le monde. Donc, effectivement, le fait qu'on la récolte là où elle est, le fait qu'on la traite, le fait qu'on la distribue et ensuite qu'on la purifie, eh bien c'est quelque chose qu'on ne doit pas lâcher, qui doit rester en notre possession. Je suis d'accord, mais pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure au début du film, où on a vu le vieux monsieur qui disait elle coûte 0 francs le mètre cube, 0 compteur, 0 abonnement, il oubliait simplement une chose, c'est que cette eau elle est dans un tuyau qui se pourrit, qui se casse, qu'il faut réparer, et la loi impose que ce soit les bénéfices de l'eau qui réparent les tuyaux. Donc ça ne peut pas être des impôts du numérique. Donc l'eau, même si elle est gratuite, si elle sort d'une source, et ce qui est difficile à faire admettre aux gens qui ont de l'eau comme ça dans les montagnes, ben, c'est qu'à un moment donné, s'il faut changer les tuyaux, qui paye. Et c'est pas le vieux monsieur qui allait prendre une pioche et changer son tuyau. Il allait voir le maire, il disait il faut réparer. Et si on n'a rien facturé, on répare rien. Et si l'eau n'est pas bonne, parce qu'elle n'est pas traitée, ben, le maire il va en prison, et c'est pas fait non plus. Donc l'eau, je suis d'accord, elle tombe du ciel, mais elle n'est pas gratuite, on doit l'économiser, faire tout ce que vous voulez, mais quand même, il faut que ça s'autofinance l'eau. Là, on ne peut pas y couper, quels que soient les élus, les maires ou les collectifs, l'eau qui coule, elle a un coût. Aujourd'hui, l'eau qui sort de Fontaine-l'Évêque, qui alimente jusqu'à Salerne, bon, la station de pompage, elle est gérée par une délégation, c'est comme ça, mais ça a un coût. Il y a des moteurs électriques, il y a des fils électriques, il y a de l'électricité à payer, des grosses sommes, hein, parce que c'est énorme ce qui sort de là, et ça a un coût. Et l'eau, elle arrive dans les communes, elle est déjà facturée, avant que la commune la redistribue. Mais ça, moi je connais personne qui est capable de faire venir de l'eau de Fontaine-l'Évêque jusqu'à Salerne gratos. Ça, il ne faut pas rêver, quoi. Il faut la payer. Alors là, c'est... Ouais. Voilà. Je comprends ce que Gérard veut dire. Il y a la distribution qui effectivement a un coût, puisque là il faut des tuyaux, il faut voilà. Mais à l'origine, c'est quand même la nature qui nous fournit l'eau, qui nous donne l'eau. C'est bien elle qui, à un moment donné, et cette eau, elle est gratuite au démarrage. Alors qu'ensuite, il y a la distribution, qui a un coût de distribution, oui. Mais l'eau, le cycle de l'eau, en général,
c'est la nature qui nous la donne. Donc même, je vais même aller plus loin, hein, si je veux être un peu utopique, mais quand vous avez des fuites, l'eau, alors bien sûr qu'il faut gérer, mais si vous avez des fuites, l'eau elle retourne dans la terre, et plus loin, elle vous le redistribue. Donc il faut vraiment voir le cycle de l'eau. Non, mais elle n'est pas bonne à boire. Aujourd'hui, à Entrecasteaux, on a fait effectivement pour le traitement de l'eau d'une manière naturelle. Donc la nature, alors effectivement on a parlé des pesticides, on a parlé de tout ça, qui nous oblige aujourd'hui effectivement à reconsidérer le produit, enfin l'eau, parce que c'est pas un produit l'eau, c'est quelque chose de naturel, on meurt si on n'a pas d'eau. Pour tout le monde, quelle que soit la nature humaine ou animale, même au niveau des plantes, s'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau. Donc sur le fond, il faut bien avoir ça en tête, c'est quand même la nature qui, à l'origine, nous donne l'eau. Après, on se charge de la distribution. Et là, la distribution a un coût. Voilà. Moi, c'est un peu... Moi, je suis... Et je vais vous le donner après. Moi, je voudrais quand même que vous n'oubliez pas une chose qui a été montrée dans ce film. Il y a des régions de France, il y a 3 communes dans le centre de la France qui ont eu interdiction de boire leur eau pendant plus de 3 mois. Il ne faut pas oublier que dans un pays comme la France, l'eau nature existe que dans certaines zones très protégées. Toutes les eaux que nous prenons, qu'elles soient dans les nappes phréatiques, dans les rivières, à 80% sont avec un certain taux de pollution. J'ai dit un certain. Il peut être très élevé comme très faible. Donc l'eau qui était à l'origine un produit naturel, parfait, ne l'est plus. Mettons-nous bien ça dans la tête une fois pour toutes. Et c'est nous qui l'avons pollué. Et quand j'ai vu dans le film les algues vertes en Bretagne, c'est vrai, c'est les paysans. Mais pourquoi les paysans y mettent tellement de nitrates, tellement d'engrais? C'est parce que les consommateurs ont voulu, à la demande du système capitaliste, avoir des produits de moins en moins chers, et on a dit aux paysans, avec les primes de la PAC, vas-y mon ami, produis, ta terre est plus fertile, eh bien tu peux mettre des engrais, et on va baisser le prix des engrais, pour que tu en mettes des tombereaux. Les cochons, tu en avais 5, mais en 500, et la merde, eh ben, elle ira où elle pourra. Donc l'eau actuellement est un des produits en France qui subit les plus fortes contraintes, plus que l'air, parce que l'air, à la limite, on va pouvoir, en un certain nombre d'années, supprimer des pollutions, mais la flotte, il y en a pour un moment, hein. Je peux vous dire que les nappes profondes sont dans des états de pollution dont les citoyens ne se rendent pas compte. Il faut être un professionnel du sujet pour savoir où c'en est, pour entendre dire qu'il y a des régions où on fait des unités de potabilisation de l'eau. Donc ça veut bien dire qu'elle n'est pas potable. Ok ? À part le fait de la filtrer, de la chlorer pour éviter que les bactéries, etc., surtout en été quand elle est un peu plus polluée parce qu'il y a trop de monde. Voilà. Ok ? Donc le reste est toujours vrai. Mais gardons ça à l'esprit. Une question là-bas à droite. Oui, bonsoir. Voilà, j'ai cru comprendre que quelques collectifs s'étaient organisés dans différentes communes, peut-être une dizaine sur les 23 de la CAD. Et moi je vais regarder mon clocher, je voudrais savoir si à l'orgue il y a un collectif qui est organisé, et si c'est le cas, quelles sont les actions qui sont prévues pour soutenir le maire qui désire garder la régie municipale de l'eau. Qu'est-ce qui répond? Gérard, c'est une question qui t'a été posée. Sur l'orgue. Sur l'orgue. Tu peux répéter la question? Ah oui. Y a-t-il un collectif sur l'orgue? Oui. Alors, oui. Par rapport à ce que disait justement Pierre Alphen tout à l'heure, effectivement, il y a un collectif sur l'orgue qui demande à être étoffé. Il comprend actuellement
entre 10-15 personnes. Il demanderait à être étoffé et je peux vous dire que mercredi prochain, le 17, nous avons rendez-vous avec monsieur le maire, justement pour envisager et le mettre au courant des pétitions que nous allons mettre en cours à partir des semaines à venir, hein, à la fois sur le marché, à la fois chez les commerçants. On s'inspire un petit peu de ce qui se fait à Entrecasteaux, puisque ça a marché. Hein. C'est pas dit que ça marche à Lorgue, mais en tout cas on va essayer. Et donc vous allez nous voir, puisque j'en fais partie, vous allez nous voir sur le marché, notamment le mardi, pour faire signer des pétitions pour soutenir le maire de Lorgue, puisque vous le savez, on en a parlé tout à l'heure, dans son bulletin municipal Lorgue Info de l'été, 80% de son éditorial est consacré à ce problème-là, et il dit être tout à fait en accord avec ce que nous disons ce soir, c'est-à-dire que la loi NOTRe, elle pose problème, et qu'il souhaiterait conserver la régie publique de l'eau sur Lorgue. Voilà. Il a fait un énorme travail sur les sources d'Amplestiville, il a trouvé de nouvelles sources, etc. Et alors, dans le même ordre d'idée, excuse-moi, dans le même ordre d'idée, non, mais parce qu'en suivant, justement, moi j'aurais voulu savoir combien, si on avait des chiffres, si on savait combien de communes dans la CAD, cette fois dans la communauté d'agglomération dracénoise, combien de maires s'opposent à cette loi, combien, parce qu'il y a l'orgue, mais... Non, il y a la CADO, l'association la CADO, qui a travaillé là-dessus, il y a des documents, des dossiers, donc il faut donner son mail, et à partir du moment où vous associez, ou pas, peu importe, ben vous pouvez recevoir des informations qui vous diront exactement dans quel état. Voilà, mais savoir là, combien il y a de communes qui... Il y a 25 sur 25. Alors attends, il y a une majorité qui est en délégation de service public, mais ça n'a pas de valeur, le nombre, parce que c'est le nombre d'habitants. C'est le nombre d'habitants qui va peser. Mais c'est important aussi de savoir combien de communes actuellement dans la CAD sont en régie publique, de façon à s'appuyer sur elles quand on est dans une commune dont ce n'est pas le cas et dont le maire n'est pas de ce côté-là. Savoir si on peut s'appuyer, sur quelle commune on peut s'appuyer pour essayer d'avoir des informations qui permettent de parler aux gens et éventuellement... C'est ce qu'on vient de faire. Oui, d'accord. C'est ce qu'on vient de faire. Non, mais si on veut créer un collectif, on a besoin de choses précises. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Oui, c'est ce que vous faites. Mais si on veut relayer... Et non, mais voilà. Il y a une association qui s'appelle la CADO. Il y a une pétition qui est lancée. Elle a démarré il y a peu de temps, donc c'est pas du jour au lendemain. Donc moi, je vous invite vivement à donner votre mail, votre nom. Vous venez travailler avec nous et vous verrez. Dans chaque commune, on a trouvé des représentants. Ces représentants diffusent, élargissent aux citoyens pour se retrouver de plus en plus nombreux. Donc vous avez raison, vous posez la bonne question et moi je vous dis la bonne. Voilà, vous vous pointez, vous saurez tout et vous entraînerez votre famille, vos voisins, vos amis. Et la deuxième question, c'est de savoir quelle est la position de l'élu, c'est-à-dire Fabien Matras, qui est responsable de la... Quelle est sa position, c'est-à-dire au niveau des élus, des députés, des députés aussi, et des autres, enfin des élus on le voit jamais. À l'échelon au-dessus. Est-ce qu'il y a... Mais sortez-le. Nous, on a essayé de le rencontrer. On ne le rencontre jamais, ce monsieur. À Saint-Antonin, il y a eu des réunions, il devait venir. Il n'est jamais venu. Comment vous voulez faire? Il n'est jamais là. Il marche, mais je ne sais pas où. Et puis voilà. Bon, alors... Et juste un petit commentaire par rapport aux ordures ménagères, pour finir. Je pense que vous dites c'est les gens qui... Mais les gens, ils ne choisissent pas non plus tellement les emballages, et je pense qu'il y aurait une action à mener, et ça c'est politique, c'est-à-dire de demander aux fabricants et de demander aux distributeurs, ça doit être les supermarchés et tout, de s'occuper du recyclage, donc faire comme ils le font un peu déjà, mais de leur donner une véritable charge. Et ça, je pense que ce serait beaucoup plus efficace que ce qui... Déjà, il faut qu'on ait le réflexe, quand on achète quelque chose, par exemple une machine à laver,
un pneumatique, répondre. de le faire reprendre par le Je lui fournisseur. répondrai. Parce qu'on a payé la participation aux éco-organismes, qui eux, les éco-organismes, ils vous prennent sur une télévision ou quelque chose comme ça, 1 euro ou 2 euros. À l'échelle nationale, ça fait des milliards. L'État, avec ces milliards, il délègue une délégation pour s'en occuper. Et cette délégation, elle reverse de l'argent par exemple aux collecteurs que nous sommes en régie pas municipale, en régie intercommunale. Ils nous reversent quand on traite bien des déchets, c'est-à-dire on renvoie bien la filière ferraille dans la ferraille, etc., avec des tonnages, le verre, le carton, on a ce qu'on appelle du soutien. Donc, venant de là, on a une somme, alors que c'est pas beaucoup, mais mettons on a 50 euros la tonne ou 100 euros la tonne, j'en sais rien, suivant les produits. Par contre, la troisième partie de cet argent, donc 30% pour eux, 30% pour nous, et 30% sont reversés aux industriels de toutes sortes, qui en théorie, alors là, je ne parle pas pour... En théorie, les boîtes de camembert, elles sont recyclables, il n'y a plus de plastique, il n'y a plus rien, etc. Et ça, c'est pas fait. Donc, pas assez fait. Les industriels, ils préfèrent payer les amendes, pas le faire. Et moi, je dis, mais quand je dis, c'est nous, les collectifs, les citoyens qui devons commencer, je dirais même plus loin, c'est les cuisinistes, quand on fait une cuisine, il faut qu'il y ait 4 poubelles sous les éviers, pas qu'une seule, quoi. Les gens dans les villes, moi je suis à la campagne, c'est facile, je mets des caisses d'eau, je peux prendre un poulailler, ce que je veux, mais les gens qui sont dans un appartement, ils n'ont qu'une poubelle. Forcément, ils mettent tout dedans, forcément, ça va tout à l'enfouissement, 200 euros la tonne. Et voilà, et il n'y a plus de site d'enfouissement. En 2030, il n'y en aura plus. On tend vers le zéro déchet, comment on va faire? Tiens. Alors, juste un petit complément et après je vous laisse, s'il vous plaît. Un complément. L'année dernière, en réunion à la commission environnement à Bruxelles, on nous a annoncé que la France avait une position dans le classement de l'enfouissement des déchets absolument exceptionnelle. On était les avant-derniers. Vous savez qui était juste derrière nous? Pour vous donner une idée, comment on est? Malte. Même les Italiens, il paraît, ils étaient mieux que nous, je veux bien le croire, et encore que. Mais vous vous rendez compte? Et la France paye tous les ans des amendes parce qu'elle ne respecte pas la réglementation sur l'enfouissement. Qui est responsable? C'est les élus nationaux qu'on a choisis et à qui on n'a pas dit. Attendez, ça suffit, hein. Parce qu'effectivement, que ça soit la faute des gens qui trient pas, bon, je veux bien. Mais quand on voit les emballages qui sont inventés, comme vous disiez à juste raison, dans les grandes surfaces, il y a du plastique sur tout produit qu'on vous vend, etc. Bon, et pour reprendre juste un élément dans le film, moi, qui me fait hurler, la dame qui à Barcelone dit « Ah ben on prend l'eau en mer, elle est très pure ». Elle est allée mesurer les macro-particules de plastique qui se retrouvent dans l'eau sans aucun problème, hein. Parce que la désalinisation qu'elle fait, c'est pas une désalinisation à la membrane qui arrêterait tout et qu'elle changerait ses membranes qui valent une fortune régulièrement. Elle le fait avec de l'énergie, en faisant bouillir, comme vous dans votre cocotte minute, une aberration totale. Et l'exemple dans ce film d'avoir pris les Espagnols, moi, me fait hurler, excusez-moi, hurler. Il y a des fleuves en Espagne qui n'arrivent plus au bout. Ils ne se jettent plus dans la mer, voilà. Isabelle. Juste pour vous répondre par rapport au début. C'est des voitures électriques, alors. Lors des dernières élections, il y a eu des communes dont les élus ont changé. Or, les délégations étaient déjà signées. Et donc, c'est pas parce que les communes sont en délégation et non pas en régie que les maires sont pour la délégation, bien au contraire. Et pour Fabien Matras, je ne sais pas ce qu'il a voulu voter à l'Assemblée, je n'ai pas été voir sur le site, on peut le voir, hein, on peut voir qui a voté cette loi ou pas. C'est accessible à tout le monde puisqu'on peut voir ce que nos élus votent. Par contre, moi je me souviens parfaitement que quand la délégation a été renouvelée à Flyos, il était élu, pas maire, mais élu, et il a voté contre. Merci pour cette précision. Okay. Une question là, qui monsieur attend depuis longtemps. Merci. Tout d'abord, je voudrais reconnaître le courage de ces élus, de ces maires qui se sont lancés dans la délégation, qui ont supprimé la délégation pour revenir en régie municipale, parce que je sais que ce n'est pas un long fleuve tranquille, c'est extrêmement difficile. Une petite astuce, mais ça concerne une grande commune tout de même,
des Alpes-Maritimes, il y a plusieurs années, lorsqu'ils ont décidé de passer en régie municipale, eh bien, ils ont simplement débauché les agents de Veolia qui avaient l'habitude de travailler sur la commune, qui ont été très contents de passer du statut de privé au statut de fonctionnaire municipal, d'employé municipal. Voilà. Mais je voudrais également signaler que on n'en a pas parlé. Il y a une chose extrêmement importante entre la délégation et la régie municipale, c'est que les objectifs sont diamétralement opposés. La régie municipale, son objectif, c'est de diminuer les dépenses par l'éducation du public, par que sais-je, diminuer ces dépenses d'approvisionnement en eau et de traitement des ordures ménagères. Par contre, M. Veolia, la société Veolia, elle a tout intérêt à ce que l'on pollue, et que l'on pollue encore plus, parce qu'elle nous fait payer la dépollution. M. Veolia, il a tout intérêt à ce que les supermarchés mettent des emballages extrêmement importants, parce que ça fait du chiffre d'affaires. Et donc, c'est pas de Veolia, ce n'est pas de l'Allée Générale des Eaux, ce n'est pas de la Lyonnaise que l'on peut attendre une quelconque action sur l'écologie et sur la conservation de la planète. Non, ce sont les régies municipales qui, elles, pourront et ont intérêt à diminuer les pollutions. Je voudrais un petit souvenir. J'ai vécu en Bretagne. Dans les années 2000, en Bretagne, à Rennes, eh bien, la moitié de la ressource en eau était polluée, je crois, par les nitrates, au-dessus de la norme. Mais ils avaient de la chance, parce que l'autre moitié de la ressource n'était pas polluée en nitrates, mais était polluée en dehors des clous par probablement les pesticides. Donc, ils mélangeaient les deux, et ainsi, ils obtenaient une norme presque convenable. Voilà, l'ARS locale les laissait distribuer l'eau. L'Agence régionale de la santé publique. Merci, monsieur. Merci. Y a-t-il encore des questions dans la salle? Oui, au fond à droite. On a parlé tout à l'heure que vous revendiez donc le carton. Bon. Moi, je voulais savoir si le tri sélectif coûtait ou rapportait aux communes ou si c'était opération blanche. Alors, pour simplifier, une tonne d'ordures ménagères avec la TGAP, taxe générale sur les activités polluantes, coûte environ 200 €. Donc, c'est-à-dire quand on a une tonne d'ordures ménagères ou autre, si on la mène à l'enfouissement, si on a la chance d'avoir un site, coûte 200 €. Crac. Conteneurs verts. Dans les conteneurs verts, les poubelles de maison. Les cartons, ça se régénère indéfiniment. Si on est capable de les mettre en balle, alors de 400 kg, parce que les papetiers ont des normes, ils veulent que la semi-remorque soit pleine quand on vient les chercher, rapporte 40 € la tonne. Donc vous voyez un peu la différence que ça fait. Les cartons, moi dans tout le Haut-Var, j'ai mis des gros bacs à carton de 15 mètres cubes, même à Entrecasteaux, et ça a un effet, je dirais, attractif pour les personnes, parce que ça marche bien le carton. Comme le verre ça marche bien depuis longtemps, je ne sais pas pourquoi, mais moi depuis que je suis président, on a mis les bacs à carton, et ça marche très bien. Les gens mettent des cartons, viennent les découper, les rangent à plat, on a fait un petit peu de com là-dessus, et ça marche très bien. La première année, donc le syndicat mixte du Haut-Var, on était à Silan sur le site, on avait mis un peu des petits containers de 6 mètres cubes, je crois, on a fait 100 tonnes de carton. La deuxième année, 200 tonnes, on est à 300 tonnes déjà. 300 tonnes qu'on n'enfouit pas. Sur 8000 tonnes qu'on fait, quoi. Je veux dire, déjà 300, rien que là. Après, on a fait le verre, après on fait la ferraille, on fait le plastique, le papier. Ça coûte Le verre, alors le verre, non, ça rapporte aussi, très peu par contre. Très peu parce qu'on le fait en régie. Parce que voilà, il faut aller le collecter dans tous les villages, des grands containers, il faut un camion spécial. Mais là encore, nous avons réussi avec Romain à obtenir que le verrier vienne charger chez nous. On gagne le transport. Parce que le verre, il part à Vergès dans le Gard, je crois, c'est loin. C'est là-bas. Donc le verre, je pense que ça nous rapporte, je ne pourrais pas vous dire exactement, très peu. Mais si on l'enfouit, c'est 200 € la tonne. Le calcul est vite fait, on n'a pas le choix de toute façon. Voilà.
Très bien. Alors, on va approcher de la fin de ce débat. Donc, en attendant que... Alors, je parle 2 minutes de la consigne. Allez. Alors, la consigne du verre, que vous avez dû en entendre parler dans certains grands magasins ou autres, on ne la voit pas d'un bon oeil, nous, parce qu'on a créé une filière qui fonctionne bien, et pour que cette filière fonctionne bien, il nous faut des tonnes de verre quand on va chez le verrier. Et on n'est pas certain que les supermarchés aillent pas mettre le verre à l'enfouissement ou pas dans les bonnes filières. Vous voyez, il y a un danger pour le... C'est pas parce que tout le monde se met à récupérer le verre ou la consigne que ça va au final aller dans la bonne filière, refaire du verre. Là, il y a un petit flou. Donc ça part d'un bon sentiment, mais même c'est l'association des maires qui nous avait alerté là-dessus, c'est même sûr que ça ne marche pas trop bien. Alors que nous, ce qu'on fait depuis quelques années, le verre dans le Var, ça marche depuis une trentaine d'années, je crois. Ça marche. Ça peut aller mieux, mais ça marche. Ça marche bien. Ça marche bien parce qu'il y a une question du coût de l'énergie. Et quand on veut fabriquer un verre neuf, on consomme beaucoup plus d'énergie que quand on fond du verre pour en refaire du verre. Donc on ne fait pas n'importe quel verre à partir des verres de récupération, mais de plus en plus, on arrive à faire des verres de très bonne qualité. Et je voulais dire, en ce qui concerne la consigne, il y a un gros problème, c'est le nettoyage. Et il n'y a personne dans le monde politique, économique, qui veut se mouiller dans le fait de laver des consignes, d'être certain que la propreté, talali, talala, compte tenu de la position des citoyens vis-à-vis de la santé, des bactéries, des machins, etc. Voilà. Bon. Et actuellement, même en Allemagne, c'est comme ci, comme ça. Hein. C'est pas... Juste encore une précision sur le verre, 10 secondes. Juste pour le verre, donc il y a un petit problème avec le verre qu'on a, c'est les verriers qui nous le disent. Le problème qu'ils ont, c'est s'il y a des bouteilles de limonade avec le bouchon en céramique, il faut l'enlever parce qu'ils ne font pas la même température, ça leur pose des problèmes énormes. Donc si vous mettez des bouteilles de limonade, enlevez le petit bouchon en céramique où il y a le joint et mettez la bouteille. Ouais. Voilà. Oui, la fermeture. C'est bon. Dernière intervention et après on va passer à je voulais juste vous demander là, pour le recyclage de l'eau, quand vous dites le retraitement, pourquoi on ne fait pas les bassins romains comme les bambous pour filtrer l'eau? Oui, parce que moi j'ai vu ça en Italie, j'ai vu ça avec des administrations très pauvres, et en fait moi j'ai réussi même à boire de l'eau dans le canal, rien qu'avec les givons. Oui, ça existe. Et je suis encore là aujourd'hui. Oui, il y a des tas de solutions qui ne coûtent pas cher et si chaque citoyen met la main à la pâte, on peut arriver à quelque chose assez rapidement. C'est un peu ce que nous avons fait entre Casto avec la station d'épuration, puisque ce sont des filtres plantés de roseaux qui épurent l'eau et il n'y a pas de produits chimiques qui sont ajoutés. Il faut simplement couper les roseaux une fois par an. Voilà. Ils ont fait des Merci. Alors en attendant de recevoir sur scène notre ami Dany le slam en rose, qui va nous faire son slam habituel, puisque c'est la tradition chez nous. Chaque fin de débat est ponctuée d'un slam que notre ami Dany a pu écrire comme ça à la volée pendant tout le déroulement du débat. Donc moi je voudrais remercier, donc Georges ne t'en va pas, je voudrais remercier nos intervenants, nos 4 intervenants, donc Georges Baroni, notre ami Georges de la Confédération Paysanne, merci, et les Ciné Débats Citoyens. Le maire d'Entrecasteaux, Romain Debray, merci beaucoup pour vos interventions et vos mobilisations. Monsieur Dalvis, c'est ça, Dalvis, le maire de Villekrose, pour son intervention et ce retour à une régie municipale que nous saluons. Donc merci, je vous demande d'applaudir celles qui nous interviennent. Dany, tu peux t'approcher s'il te plaît. Merci. Bon, ben voilà, je vais vous faire un petit résumé à ma manière. Moi, c'est slam en rose. Ce soir, ça sera slam en roseau. L'eau sous pression, pression, pression. Jeu de loi, la tienne, la mienne, loi, nôtre, sous pression. Course contre la montre, course contre la nôtre. AVO, il y a, ça fait suer, ça fait Suez. L'eau, or bleu,
Perte d'eau, perte d'eau, perte des eaux de sage femme à mère sage, message, message, action, pas actionnaire, entre castos, contre la caste des eaux, réagir, la régie reine eau, le règne de l'eau, technologique ou techologique, délégation ou délègue action, change, citoyenne, et les élus sont arrivés, 2020, l'eau dans le vin, 20, vous avez suivi, hein, que de vin, l'eau, dépité par les députés, la nôtre, dans ton jardin. Ça c'était, vous souvenez, hein. Collectif tif étendu, ça défrise, commençant par commerçant, ovard, oublié, trouver l'erreur, var, rien. D'eau trouble à ordures ménagères, gère, moins consommer, faire un carton ça cartonne, réduire, moins nuire, payer l'eau, je te paye un verre d'eau. Un bon tuyau va à la source, à pied ou à vélo, il y a eau. Vous avez suivi là, hein, encore, à vélo. L'eau, poésie, bois l'eau à la fontaine, sans monnaie. L'eau, c'est cadeau. L'eau, c'est cadeau pour la vie, pollution. À vos ordres, mon général des eaux. Vous êtes pour les actions. Nettoyage diplômé. Allô, ils ont fait Bactérie Plus. Merci à vous pour l'inspiration. Merci. Merci Dany. Merci Dany. Excusez-nous. Donc merci Dany. Merci à vous d'être venus aussi nombreux ce soir. J'espère que ce ciné-débat citoyen vous a intéressé et qu'il vous a donné la pêche pour justement intervenir et dans le sens que nous avons impulsé ce soir, c'est-à-dire qu'il faut aider nos élus, en tout cas leur montrer le chemin pour revenir ou rester dans une régie publique. C'est l'avenir de l'eau, je pense, bien commun, que nous devons conserver tel quel. Je vais te passer la parole. Je voulais vous dire justement qu'en ce qui concerne l'association Cadeau, elle se réunit lundi soir. Pour l'instant, l'usine de la Redonne à Flyos nous accueille d'une manière très sympathique, donc on fait nos réunions, mais nous avons pour projet de faire tourner nos réunions dans les différentes communes justement de la CAD. Nous avons des difficultés encore à avoir des correspondants dans certaines communes qui ne sont pas représentés au sein de l'association Cadeau. Donc nous allons essayer de remédier à ça. Et bien entendu, la réunion de Cadeau est ouverte à tous les citoyens qui veulent bien apporter leur pierre à l'édifice. Voilà. Je terminerai en vous disant que la prochaine séance de ciné-débat citoyen, nous nous intéresserons à notre SNCF, notre service public de la SNCF, avec le film de Ken Loach, The Navigator. Voilà. La date ? Le 8 novembre. Jeudi 8 novembre. Oui, cette année, nous n'avons que des jeudis à vous proposer, parce que c'est la seule journée, la seule soirée qui nous a été proposée. Merci. Oui, je me permets de vous proposer une réflexion qui est ma réflexion suite à ce débat très riche où j'ai senti une obligation par rapport à cette loi NOTRe dans ce domaine de l'eau et je suis troublé par une autre obligation d'une loi qui est récente qui est l'obligation vaccinale. Et je pense que c'est un sujet au moins aussi important que le problème de l'eau, parce qu'il nous touche au niveau de notre corps,
au niveau de notre sang. Et je le ressens comme une pollution. Parce que ce n'est pas la vaccine en elle-même qui est dangereuse. Je ne serai jamais contre les vaccinations, bien loin de là. Mais quand on sait de quoi se compose un vaccin, avec les adjuvants, avec les conservateurs, c'est la route, enfin c'est ouvert, enfin pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour la santé de tous, avec cette obligation vaccinale de 11 vaccins. Il faut savoir qu'on est passé, vous le savez comme moi, de 4 à 11 avec cette nouvelle loi. Hein? Et là, je pense qu'il y a un danger énorme. Hein? Et c'est un danger, c'est comme la pollution. En général, ça ne va pas apparaître demain ou après-demain. Mais dans 20 ans, dans 25 ans, dans 30 ans, on va avoir de plus en plus d'enfants autistes. Enfin, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Parce que c'est une violence, une atteinte très profonde, je le répète, au niveau du sang. Alors je pense que peut-être, parallèlement, on pourrait créer peut-être une réflexion et un collectif pour débattre de ça tranquillement, hein, sans agressivité dans un sens ou dans un autre, simplement aussi pour aider des parents, moi j'en connais autour de moi, des jeunes mères, hein, qui sont en difficulté, mais qui se disent que faire, comment faire. Vous voyez, elles veulent protéger leurs enfants, et d'un autre côté, comment faire, je ne vais pas pouvoir le mettre à la crèche, je ne vais pas pouvoir l'inscrire à l'école, etc., etc. Voilà. Alors, je me permets de vous donner quelques chiffres. En France, on est en tête en Europe, hein, comme dans d'autres domaines, mais malheureusement, comme ça a été dit tout à l'heure, on est au plancher. 11 vaccinations. L'Italie, 7 vaccinations. La Grèce, 4 vaccinations. Et puis si on regarde chez nos voisins allemands, anglais, vaccination obligatoire, 0. Rien que ça, ça doit nous amener à une réflexion profonde. Merci. Merci, monsieur. On mettra ça en réflexion au sein de notre bureau. Hein, et peut-être ça ferait l'objet d'une soirée. On va y réfléchir. Merci. Ça pourra faire l'objet d'un ciné-débat futur. Effectivement, nous allons y réfléchir.